Il s'est trouvé qu'on a réussi enfin à entrer à Gaza après je ne sais combien de tentatives infructueuses au moment de la libération des prisonniers, de l'échange avec Gilad Shalit. Donc du coup ça a changé un petit peu nos plans, mais en réalité ça faisait plusieurs années qu'on essayait désespérément de pouvoir rentrer dans cette petite bande de terre qui est complètement isolée. Jusqu'en 2002, c'était très facile de rentrer à Gaza, enfin très facile, jusqu'en 2000 c'était très facile, ça s'est compliqué un petit peu à partir de 2002 et l'opération Rempart, c'est devenu très très difficile à partir de 2004, et à partir des élections et de la prise de pouvoir du Hamas à Gaza, c'est devenu totalement impossible. Et d'ailleurs, quand les prisonniers disent qu'ils n'ont pas vu leur famille pendant 7 ans, etc., ça correspond à peu près à cette période-là où il a été, pour les prisonniers qui étaient détenus en Israël, impossible de voir les familles qui n'avaient plus l'autorisation de sortir de Gaza. Donc on avait essayé en 2007 avec la délégation qu'on avait fait avec Olivier Besancenot, et à l'époque c'était encore la LCR, mais bon, on avait passé toute une matinée devant le checkpoint à Erez. Bon, ils n'avaient absolument rien voulu savoir. On avait refait une tentative au moment de l'anniversaire de la Nakba. Non, d'abord on avait fait une tentative en 2009 en décembre 2009 avec la marche qui devait partir du Caire et aller à Gaza. On avait été bloqué à l'époque par les flics de Moubarak une semaine devant l'ambassade de France. Et puis on avait refait une tentative encore après au moment de l'anniversaire de la Nakba. Et tout ça était tout était très compliqué, même après la chute de Moubarak, ça a toujours été très difficile, et ça reste très difficile d'aller à Gaza. Donc ça montre un peu l'isolement absolument terrible. On voit les pêcheurs un petit peu là, et le marché aux poissons à Gaza. Alors grâce à la résistance, grâce aux missiles qui ont atteint Tel Aviv et Jérusalem, et grâce donc à l'échec militaire subi par Israël dans sa dernière offensive, il y a eu quelques assouplissements sur la question des pêcheurs qui jusque-là pouvaient, soi-disant dans les accords d'Oslo, aller, je ne sais plus, c'était à 12 km des côtes ou un truc comme ça, je crois que c'était ça, et qui dans la réalité ne pouvaient pas s'éloigner de plus de 2 km parce qu'ils se faisaient tirer dessus par les navires israéliens. Et d'où si vous avez vu le marché aux poissons, alors que c'est une côte extrêmement poissonneuse, il y a très peu de choses dans le marché, parce que les pêcheurs avaient peur de s'éloigner. Là, avec la dernière l'assouplissement, ils peuvent aller un peu plus loin, et c'était, je ne sais pas si vous avez vu les images à la télé, mais c'était une immense joie pour les pêcheurs de pouvoir un petit peu s'éloigner, un petit peu aller pêcher. C'est juste une anecdote pour parler de cet isolement incroyable et de ces restrictions permanentes, le fait pour les étudiants de ne pas pouvoir sortir, même s'ils ont un visa d'un pays étranger pour aller étudier, ils ne peuvent pas ou très rarement sortir, le fait de ne pas pouvoir voir les familles pendant des années, etc., etc. 2011, donc exactement il y a un an, parce qu'il y a eu 2 vagues de libération de 1028 prisonniers. Une première vague de libération en septembre 2011, je crois, et c'était pour tester si tout se passe bien, et après la deuxième libération avec les prisonniers de longue qui étaient emprisonnés depuis longtemps, et donc ça allait de pair avec la libération de Gilad Shalit. Donc nous on est arrivé à Gaza le jour après la libération de la deuxième vague des prisonniers, et donc sur place les gens étaient très contents parce que c'était le fruit des efforts de la résistance palestinienne, notamment la Hamas à Gaza, qui a fait libérer. C'est important de savoir parce qu'aujourd'hui, j'ai lu un article que Netanyahou a rencontré Angela Merkel en Allemagne, et Angela Merkel a critiqué Netanyahou sur les colonies qu'ils vont construire à Jérusalem, tout en disant, oui, mais bon, vous êtes indépendant, vous faites ce que vous voulez, donc
De toute façon, les Israéliens font ce qu'ils veulent. Cette semaine encore, il avait question que les ambassadeurs israéliens en France et en Grande-Bretagne seraient renvoyés ou quelque chose comme cela. Ils ont été convoqués, on leur a dit quelques mots, et ça s'est resté là. Ça c'est le plus loin que les États européens vont vis-à-vis Israël. Donc ça c'est très clair. Dans le film, c'est clairement dit aussi, et on l'a mis exprès aussi, parce qu'on voulait mettre ça en évidence, que c'est grâce au Hamas à Gaza que les prisonniers ont été libérés. Et pas un contre un. 1028 contre un. C'est pas mal négocié. Et donc, il faut aussi savoir que les derniers événements, il y a 2-3 semaines, le cessez-le-feu obtenu par la résistance palestinienne, c'est pas aux négociations de Mahmoud Abbas et de l'autorité palestinienne à l'ONU, ça c'est autre chose. On peut dire que c'est pas une victoire pour le peuple palestinien, mais de toute façon c'est une défaite pour la diplomatie israélienne. Pour la situation des Palestiniens sur le terrain, c'est le cessez-le-feu obtenu par la résistance. Et donc ça, c'est obtenu, donc Mireille vient de le dire, le gouvernement israélien ne peut pas gérer des missiles qui tombent sur Tel Aviv. Et donc ça c'est quelque chose que, on parlait d'une offensive terrestre, Ehud Barak, ministre de la Défense, était contre, Lieberman était pour une offensive terrestre, et Netanyahou, il hésitait. Pourquoi ils n'ont finalement pas fait? Parce qu'ils savaient très bien que la puissance militaire de la résistance, surtout à Gaza, est mieux qu'il y a 6 ans, en 2006. Ils sont mieux organisés et mieux équipés. Et même une offensive terrestre n'aurait pas pu empêcher des missiles qui sont lancés, pas seulement à 50 km plus loin, mais à Tel Aviv. Donc ça, c'est quelque chose que Netanyahu ne pouvait pas gérer vis-à-vis de sa propre opinion publique. Donc c'est ça qui a empêché. Ce sont les missiles iraniens qui ont obtenu que les Palestiniens aujourd'hui à Gaza, que les pêcheurs peuvent aller pêcher, et peut-être vous avez vu les photos de pêcheurs qui sont très fiers avec des grands poissons, tandis qu'avant c'était vraiment des petits poissons, ce que vous avez vu dans le film, c'était pas plus grand que ça. Donc c'est un allègement du siège. Évidemment, Israël va reprendre tout le plus vite possible, mais au moins c'est quelque chose que la résistance a obtenu. Et donc je veux finir avec cela. Donc il est important qu'on sache, je crois qu'ici on est devant un public plutôt convaincu, que ce ne sont pas nos gouvernements qui vont faire ni quoi que ce soit contre l'État zioniste, c'est la pression populaire. Donc il faut qu'on se mobilise, qu'on reste mobilisé contre les agissements du CRIF, parce que demain il y a un représentant du FPLP qui parle à Toulouse. Le CRIF a obtenu l'interdiction de la salle. Ils vont encore mobiliser à Toulouse pour faire en sorte que ça se réalise quand même. Donc c'est comme ça qu'il faut continuer à se mobiliser. Et pour obtenir finalement que c'est Israël et les États-Unis qui restent isolés. Parce que si on analyse un peu le vote à l'ONU, bon, je sais qu'il ne faut pas avoir trop d'illusions et ça reste symbolique, mais c'est quand même l'isolement, je trouve, du côté israélien et des États-Unis. Il n'y a que 8 États qui ont voté contre la Palestine à l'ONU. C'est Israël, États-Unis, Tchéquie, Canada, Panama et Micro-Indonésie et Nauru avec 11 000 habitants et encore une petite île de 10 000 habitants. C'est ça le soutien international à Israël et aux États-Unis d'une façon diplomatique aujourd'hui. Donc voilà, je crois qu'au niveau populaire, ça va plutôt dans le bon sens. Voilà. ما في مرأة فلسطينية بتحبل وبتلد وبتجيب أجيال بنرضعهم حليب البلاد، بنرضعهم العناد، بنرضعهم المقاومة. الشعب نريد تغيير فلسطين.